Et on est ensemble jusqu'à midi, vous le savez avec nos débatteurs du jour et vous-même également. Vous nous appelez 0826 300 300, parlons vrai. Vous n'hésitez pas, on va évoquer 3 sujets aujourd'hui avec ces violences urbaines qui ont éclaté du côté de Lyon il y a 48 heures à Alençon la nuit dernière. Est-ce que la police est en danger? La France serait-elle plus à droite que jamais? C'est une enquête publiée ce matin de la Fondation Fondapol et publiée par Le Figaro. Et la situation à l'hôpital public, puisque 20% de lits sont fermés faute de soignants. Là aussi, c'est un pourcentage qui en dit beaucoup. On est aujourd'hui, on va les saluer avec Alexis Bachelet. Bonjour, à distance. Bonjour. Maire adjoint à Colombes, ancien député socialiste. Jean-Philippe Dugouin-Clément, bonjour. Maire UDI de Mennecy, c'est dans le 91, vice-président de la région Île-de-France également. Gaëtan Dussossaille, bonjour. Bonjour. Membre du Conseil national du Rassemblement national, et Michel Taube. Bonjour Michel. Bonjour. Fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Alors, le tour de table aujourd'hui commence par vos coups de cœur et vos coups de gueule à l'actualité. Je me tourne vers Jean-Philippe. Coup de cœur ce matin. Allez, coup de cœur, j'en sors. On présentait à l'Institut Paris Région, qui est un outil dépendant de la région ce matin, l'Observatoire des friches franciliennes. C'est le recensement de 4200 hectares de friches existantes en Île-de-France. C'est un outil d'aide à l'accompagnement des décisions, mais c'est surtout un moyen de lutter contre l'artificialisation des terres. En Île-de-France, il faut savoir que les documents d'urbanisme de 2013 prévoyaient 1300 hectares de consommation de terres naturelles. On est descendu à 500 hectares. On veut aller vers le zéro artificialisation nette. Et l'un des premiers sujet, c'est d'aller travailler sur des terrains déjà artificialisés, inutilisés, des friches, soit pour les renaturer en zone dense, soit pour pouvoir réaménager de l'emploi, de l'activité, du logement dessus. Et donc, c'est quasiment 8 années de consommation des terres franciliennes qui peuvent être évitées grâce à ces friches. Donc pour nous, c'est beaucoup d'espoir, c'est un outil de décision et ça va permettre de développer une Île-de-France où on souhaite pouvoir à la fois garder une Île-de-France qui se développe, parce qu'on augmente notre population de 50 000 habitants par an, donc on a une obligation de faire face, mais également une Île-de-France qui soit plus vertueuse environnementalement. Mais ça veut dire que c'est un recensement aujourd'hui qui est fait sur l'ensemble de l'Île-de-France? C'est un recensement à l'instant T, c'est-à-dire qu'à l'instant T, on a 4200 hectares répartis sur 2700 friches, 700 en petite couronne, 2000 en grande couronne, des friches industrielles, des friches agricoles, certaines polluées, d'autres non. C'est 2700 hectares qui peuvent être réutilisés sans aller taper dans des espaces naturels. Donc c'est juste fondamental pour nous en termes d'aménagement. Et qui, grosso modo, n'existait pas jusque-là, au sens exister. Les pouvoirs publics ne savaient pas que ces hectares étaient disponibles pour construire, bâtir, créer des logements. Ils allaient le savoir au niveau local, au niveau infra, au niveau communal. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre en réseau. C'est la région Île-de-France qui a fait ça? C'est la région qui a porté ça au travers de l'Institut Paris Région, en fait, qui est l'outil de benchmark, de réflexion qui est lié à la région, essentiellement financé par la région. C'est incroyable qu'on découvre aujourd'hui qu'il y a autant de surface. Ça n'a jamais été mis en réseau. Donc pour nous, c'est de le mettre en réseau. Et 2, c'est aussi de l'avoir en accompagnement d'aide à la décision, parce qu'en fonction des friches, on a des potentialités, on a des contraintes de pollution, on a des proximités par rapport à des zones de transport, par rapport à des zones d'habitat, par rapport à des zones de développement énergétique. Super, mais je trouve ça incroyable il n'y a jamais eu de recensement global à l'échelle française, mais ça montre qu'on est dans un pays où depuis 30 ans, on a une carence de politique d'aménagement, qu'on est dans des logiques au coup le coup. Les grandes politiques d'aménagement, elles se sont terminées dans les années 70, début 80, ça a été la fin de la DATAR à une certaine époque, et aujourd'hui on a besoin de recréer les outils d'aide à la décision. Quand on veut imaginer un territoire à 20 ans, à 30 ans, si on ne se dote pas de ces outils-là, on peut pas. Le coup de cœur ou le coup de gueule de Michel, puisque Michel intervient sur ce sujet des friches. C'est plutôt un coup de gueule, je pense. C'est plutôt un coup de gueule. On imagine le même sujet en France. Voilà, c'est peut-être pour ça que je veux en faire état. La semaine dernière en Allemagne, à Cologne, Madame la maire a accepté, alors elle est indépendante, mais elle est soutenue par une majorité, par une coalition très allemande qui réunit les Verts et des conservateurs. Et elle a accepté que dans la plus grande mosquée de Cologne, le chant du muezzin puisse retentir
dans la ville de Cologne. Et alors, évidemment, c'est surprenant, ça a suscité beaucoup de contestations et de débats dans la société allemande. Alors, c'est pas la première fois que ça se fait en Allemagne. Il y a déjà les villes de Brême, alors attendez, je ressors mes notes, excusez-moi, de Dortmund, de Brenne, de Düren, où le muezzin peut prononcer, comme dans les pays arabo-musulmans, l'appel à la prière. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la demande... Il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. C'est que la maire elle-même considère qu'il y a environ 10 à 12% de la population de Cologne qui est de confession musulmane. Sachant qu'en Allemagne, c'est pas un pays où il y a la laïcité, donc c'est plus facile de recenser les populations par religion, en fait. Donc il y a 10 à 12%. Or, on peut considérer, selon moi, d'après les dernières études, beaucoup plus complexes en France, que c'est peut-être ce vers quoi nous sommes au niveau de la population française aujourd'hui. Donc à Cologne, aujourd'hui, vous avez 10 à 12% de la population qui réclame un droit, qui est celui d'être appelé à la prière par le muezzin qui est en charge de cette activité-là, qui l'ont obtenu dans 4-5 villes d'Allemagne. Berlin, c'est également, il y a de très fortes pressions pour que ce soit fait également à Berlin. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'organisation qui a appelé, qui a négocié avec la mairie de Cologne, c'est la principale organisation turque de culte turc en Allemagne, qui est très très proche d'Erdogan, qui relaie autant la foi musulmane que un agenda très très politique. On sait que en Allemagne, les musulmans sont principalement d'origine turque. Et dernier point, c'est que il faut être honnête, les muezzins pourront désormais appeler à la prière à Cologne, mais la municipalité a encadré cette pratique de façon quand même très rigoureuse. Oui, j'ai lu une enquête sur ce ne sera Arte. que le vendredi pour l'appel à la grande prière du vendredi. C'est pas toutes les mosquées. Non, ça c'est autre chose. Ça, j'y viens dans un instant. Ça, le son du muezzin ne pourra pas être trop fort. Absolument. Ne doit pas être plus fort que celui des cloches des cathédrales qui retentissent. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de droit accordé, mais qui en même temps, voilà, finalement, il ne satisfait personne. À mon avis, il ne satisfait personne. Et la réalité, c'est qu'au final, aucune mosquée, pour l'instant, de la ville de Cologne n'a demandé techniquement à pouvoir le faire. Et donc, c'est vrai, je trouve que ce fait d'actualité est très significatif de ce vers quoi nous allons dans nos sociétés européennes. Alors, est-ce qu'il faut le condamner ou pas ? Est-ce qu'il faut... Ça, c'est l'éditorialiste qui pourrait maintenant s'exprimer. Mais je trouvais très important que ce fait d'actualité, qui est maintenant dans 5 grandes villes d'Allemagne et qui peut se développer, à mon avis, dans les années qui viennent, c'est peut-être un peu ce qui pourrait, je mets le conditionnel, s'annoncer en France dans les années qui viennent et qui pose aussi la question, certaines questions d'identité de notre culture judéo-chrétienne, face à laquelle, je pense, beaucoup de Français s'interrogent aujourd'hui. C'est une affaire à suivre. On continue avec Alexis. Alexis. Est-ce qu'il m'entend, Alexis Bachelet ? Allô ? Oui, pardon, j'avais pas vu mon micro. Ah, mais c'est pas grave, Alexis. Vous aviez un coup de cœur, vous ? Oui, j'avais un coup de cœur et puis qui concerne l'actualité française parce que je pense que il y a des sujets aujourd'hui extrêmement importants et je voudrais saluer le courage de la rédaction du journal Ouest France qui a pris une décision un peu à contre-courant de ce qui se passe depuis pas mal d'années, c'est-à-dire de ne plus publier, commander et commenter des sondages qui concernent l'élection présidentielle. Et je trouve que les motifs pour lesquels ils le font sont très intéressants et je vais vous lire ce que dit le rédacteur en chef. Il dit « Le temps passé à commenter les sondages détourne les personnalités politiques et les médias de l'essentiel. La rencontre avec les citoyens, l'échange approfondi, le débat d'idées, l'écoute de ce que vivent les gens au quotidien, de leurs inquiétudes, de leurs espoirs. » Autrement dit, comme beaucoup de Français, ces journalistes ont le sentiment que la multiplication des sondages et des commentaires sur les sondages appauvrit le débat public et finalement tire notre démocratie vers le bas dans une ultra-personnalisation et qui se fait au détriment des débats de fond et des débats d'idées dont notre société a besoin. Et donc je voulais saluer, parce que c'est une forme de courage,
on voit beaucoup d'éditorialistes et de journalistes et de médias faire la course en avant vers la commande de sondage, le commentaire, et finalement rentrer dans cette logique où on ne débat plus du tout des sujets, mais uniquement des personnalités, des candidats, des candidates. Maintenant, il faut exister. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui se déclarent vouloir être candidats à l'élection présidentielle pour passer 1 minute dans les médias, et ça devient presque ridicule ou tragique selon le point de vue. Et donc, je pense que c'est bien qu'on ait des médias qui prennent conscience de cette dérive et qui aient le courage à un moment de dire, nous, on dit stop, on ne rentre pas dans cette dérive. On sera un peu les seuls, mais c'est pas grave. On est un grand journal régional. On a un public qu'on respecte, et c'est parce qu'on respecte aussi nos lecteurs qu'on veut leur donner des informations de qualité et pas les entraîner dans ces dérives. On rappelle, Ouest France, c'est le plus gros tirage de la presse quotidienne régionale française. Aujourd'hui, un commentaire, Michel Gaëtan, qui veut répondre ? Alors, d'abord, je voulais saluer Alexis Bachelet. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la position qu'a prise Ouest France. Dans notre modeste journal Opinion Internationale, ça fait déjà des mois qu'on critique les sondages. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec le rédacteur en chef de Ouest France, qui, à mon avis, se sent quand même assez isolé dans le paysage médiatique français. C'est-à-dire que si dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il n'y a que Ouest France qui finalement a pris cette position, je crains qu'ils aient pris cette initiative un peu pour rien. Mais effectivement, comme le dit Alexis Bachelet, elle est très courageuse, mais elle est courageuse à mon avis pour la raison suivante, que Ouest France n'a pas voulu dire dans les motifs qu'ils ont invoqués pour ne plus relayer, ne plus en commander et ne plus relayer les sondages d'opinion. Ils disent les sondages se substituent, prennent la place du débat d'idées. Grosso modo, les sondages nous disent ce qu'il faut penser et ça nous évite de parler des sujets de fond. Mais il y a une autre raison qui, moi, fait que je suis tout à fait d'accord avec Ouest France et que Ouest France ne veut pas assumer. C'est que les instituts de sondage, depuis maintenant des années, se trompent tout simplement sur les résultats. Oui, mais enfin, les partis politiques se gargarisent, pardonnez-moi, de sondages aussi. Bien sûr, on pourrait parler de la responsabilité. C'est pas parce que les partis font des bêtises que les médias devraient en faire. Et surtout, je pense que pourquoi les sondages se trompent-ils ? Ils se sont trompés, mais sur les 5-6 dernières élections, ils se sont quasiment tout le temps trompés. Pourquoi ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est que les Français ne sont plus sondables. C'est-à-dire que l'opinion politique des Français n'est quasiment plus sondable. Elle ne l'est plus. Sondage, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait. Elle ne l'est plus parce que les Français ne veulent plus, à cause de la déliquescence de la vie politique nationale, dire ce qu'ils pensent, parce que souvent ils ne le savent pas eux-mêmes. Donc l'activité même de sondage ne peut pas fonctionner. Que chacun réponde. Alors on fait la pause, si j'ai bien compris. Oui, il est bientôt 11h. On va s'arrêter un court instant, on va faire l'info et on continue ce débat autour des sondages, parce qu'effectivement c'est un sujet qui agite toutes les rédactions, y compris à Sud Radio, sur ces sondages qui sont publiés déjà 6 mois à l'avance. Sont-ils utiles ou pas au débat politique et démocratique ? Eh bien, c'est la vraie question que se pose ce matin sur Sud Radio, tout de suite. Et avec vous, au 0826 300 300 et nos 4 débatteurs du jour, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député socialiste, Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France, Gaëtan Dussocé, membre du Conseil national du Rassemblement national, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Avant l'info, on revenait sur le coup de cœur de Alexis Bachelet qui saluait donc la décision de la rédaction de Ouest France de ne plus publier et de commenter les sondages à l'occasion de l'élection présidentielle. Et la question que l'on avait entamée, en tous les cas le débat que l'on avait ensemble, doit-on arrêter de publier ces sondages à 6 mois de l'élection présidentielle ? Michel s'était exprimé. Gaëtan, vous n'avez pas entendu encore sur ça. Qu'est-ce que, par exemple, vous au Rassemblement national, est-ce que vous avez le nez sur les sondages tous les matins ? Malheureusement, en fait, si vous voulez, quand on allume la télé et quand on regarde la presse, parfois on n'a pas spécialement le choix. C'est-à-dire que, en fait, ce qui pose problème, à mon avis, c'est moins le sondage que ce que l'on fait du sondage. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans un système, une société où l'information va très vite, où il faut à tout prix essayer de faire le gros titre, il faut à tout prix essayer d'être le plus communicant, les médias, en fait, jouent énormément avec les sondages parce que ça fait parler. Si vous avez le bon sondage qui sort, la petite exclue, le petit chiffre qu'on attendait, etc., évidemment, ça ramène des
téléspectateurs, des auditeurs ou des lecteurs. Donc en fait, je pense qu'il y a vraiment un problème en fait sur le traitement des sondages, sur la manière de ce que l'on fait, c'est-à-dire une espèce d'argument un peu marketing pour essayer d'imposer un peu sa patte au cours d'une campagne. Après, voilà, faut relativiser. L'Ouest France a pris une décision, un choix éditorial qui est le sien, pourquoi pas. On regardera ça, on verra quelle sera la qualité du coup du contenu du journal pendant la campagne présidentielle. Mais encore une fois, il faut relativiser. On est à 5-6 mois de l'élection présidentielle. Pour ceux qui font du terrain, nous on en fait très souvent, on est tous les week-ends sur les marchés, à la rencontre des Français. On voit bien qu'ils n'ont pas tout à fait la tête encore à la présidentielle et à l'élection présidentielle qui va avoir lieu dans 5-6 mois et qui sont plus préoccupés par les histoires de pouvoir d'achat, le prix du carburant, du gaz, dont on a très souvent parlé, notamment depuis ces dernières semaines. Donc, vous êtes plutôt favorable à ce qu'on ne publie pas trop de sondages? Non, moi je veux vraiment laisser la liberté à la presse de faire ce qu'elle veut avec les sondages. Et je suis pas certain que c'est une grande influence. Ça vous embête de les avoir comme ça collés? Ça fait partie du jeu. Puis en plus, ça serait un peu hypocrite de ma part de vous dire que ça m'embête, parce que quand un sondage est bon, on est les premiers à s'en réjouir. Quand il est moins bon, on en parle un peu moins. Et je pense que tout le monde autour de cette table, d'ailleurs, fait un peu la même chose. Donc ça serait un peu hypocrite de vous dire l'inverse. Jean-Philippe. Sur les sondages, deux choses. La première, c'est qu'il y a quand même eu énormément d'erreurs pour plein de raisons. On peut parler de la façon dont sont faits les sondages, de la photographie à l'instant, des panels, des mesures de correction, mais on s'aperçoit depuis une dizaine d'années qu'on a quand même eu des erreurs à répétition. Donc c'est un petit peu le problème. Et puis la deuxième chose, en fait, c'est une sorte de drogue à accoutumance, et où aujourd'hui on est dans le sondage quotidien de tel ou tel institut pour tel ou tel média, et d'une certaine manière, la surabondance de sondages crée le fait politique. On voit aujourd'hui des candidats qui sont boostés non pas par leur réalité sur leur terrain, par les propositions qu'ils ont, mais uniquement par les sondages qui les poussent. Au contraire d'autres qui risquent de ne pas aller au bout parce qu'ils ont des sondages qui sont extrêmement mauvais. Et le problème pour moi, c'est quand le phénomène du sondage quotidien qui dicte l'opinion, parce qu'on crée l'utilité, la viabilité ou la crédibilité de quelqu'un remplace le fait politique. Et alors, Michel, une chose, c'est que c'est pas que la responsabilité des médias, c'est aussi des politiques. Mais quand on est drogué à ça. Mais quand vous imaginez que les Républicains ont failli confier la sélection de leurs champions, entre guillemets, à un sondage, soi-disant qualitatif, c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Ça en dit long sur le degré de déliquescence de l'esprit politique de certains de nos politiques. Alors, heureusement, ils l'ont pas fait. Enfin, j'ai trouvé ça scandaleux parce que c'est vraiment donner au sondage une sorte de fonction. Même pas tribunicienne. Michel, là, on revient en arrière, mais la décision Alexis Bachelet de West France, c'est par rapport au candidat, au futur candidat Zemmour. On a beaucoup parlé des médias, mais c'est aussi la responsabilité des politiques. On fait déjà un candidat, quelqu'un qui n'est pas encore déclaré. C'est un peu ça l'idée, Alexis Bachelet, avec les sondages. En fait, c'est toujours la même chose. Les sondages en soi ne sont ni bons ni mauvais. Ils existent, c'est un fait aujourd'hui avéré, même si ils existent d'ailleurs depuis maintenant plusieurs décennies. Donc il n'y a rien de nouveau, même si on peut contester. Il y a eu des écrits très intéressants de Pierre Bourdieu qui disait que de toute façon les sondages étaient des constructions sociales et même économiques, puisqu'il y a aussi derrière un business des sondages. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a des gens qui les font, qui les vendent, et ils les vendent très cher. Donc, je pense que c'est ça qui conduit d'ailleurs à une certaine forme de fuite en avant. Et je crois que c'est en fait l'abus de sondage qui est dangereux pour la démocratie. Je pense que c'est la multiplication, et même ce que je trouve très étonnant, et que personne ne dit, c'est qu'on est quand même encore à plus de 6 mois de l'élection présidentielle. Et on a sur des plateaux de télévision ou dans tous les médias, des gens qui commentent en fait une photographie floue. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce n'est pas ce qui va se passer. D'abord parce qu'il y a des gens qui sont candidats aujourd'hui et qui n'auront peut-être pas les 500 signatures ou qui vont se retirer parce qu'ils n'auront pas les moyens de mener une campagne. Et en fait, c'est complètement artificiel. C'est de la science-fiction. Et donc, c'est déconnecté du réel. Et donc, moi, ce que je me dis, et je pense que Ouest France s'est posé la même question, c'est comment est-ce qu'on peut passer autant de temps dans les médias, dans les journaux, dans les rédactions, à discuter de photos floues dont on sait, si on est un tout petit peu honnête intellectuellement, que de toute façon, ça ne sera pas ce qui va se passer dans la réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le décalage qui est fulgurant, en fait. Et là-dessus, je pense que c'est pas mal que des médias disent, nous, on arrête. Voilà, on est un journal d'information, pas de science-fiction.
On n'est pas là pour imaginer ce qui va se passer dans 6 mois, en sachant très bien que c'est pas du tout que la photographie aujourd'hui donnée par les sondages n'est pas bonne, n'est pas réelle, c'est pas ce qui va se passer à l'arrivée. Donc voilà, c'est une belle preuve quand même, une tentative en tout cas de rompre avec une pratique qui était devenue un peu systématique, quoi. Bon, on va refermer ce dossier-là, mais on verra effectivement si Ouest France fait des émules au sein de la presse française. J'en suis pas tout à fait convaincu, mais on verra ça dans les prochains jours. Le tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. Gaëtan ? Oui, ce sera un coup de cœur. Alors, on a été en Allemagne, je vais aller un peu plus à l'est. C'est un coup de cœur pour l'accueil qui a été réservé par le dirigeant hongrois Viktor Orban à notre candidate Marine Le Pen. Un accueil qui a été très chaleureux, avec un protocole. Oui, non, mais c'était en plus avec un protocole qui était habituellement plutôt réservé à des chefs d'État. Donc, je salue d'ailleurs ce petit clin d'œil qu'a fait Viktor Orban à Emmanuel Macron, puisque lors de la conférence de presse commune entre Marine Le Pen et Viktor Orban, il a salué non pas Madame la candidate, mais Madame la présidente. Donc, ça a été un déplacement qui était très important, qui pour Marine Le Pen a été aussi l'occasion de rappeler un peu aussi un combat qui est un combat très important pour le Rassemblement national et pour Marine Le Pen, à savoir la construction d'une véritable Europe des nations. Vous savez qu'on est très attaché à construire un projet européen qui soit plus respectueux de la démocratie, des souverainetés nationales, de la parole des peuples aussi, et que cette Europe des nations, elle aura notamment l'occasion et le projet de se retrouver, de se rassembler, d'avoir des projets de coopération, notamment pour protéger les nations européennes et les peuples européens de la submersion migratoire. C'est un combat que nous menons en commun avec Viktor Orban, mais aussi avec d'autres dirigeants et gouvernements européens. Je pense au Danemark, je pense à l'Italie, à la Slovène, etc., etc. Et donc, je suis très heureux de voir que les choses évoluent dans le bon sens depuis 5 ans et que, alors qu'il fut un temps, on était un peu minoritaire, il faut le reconnaître, au sein de l'Union européenne, et bien aujourd'hui, nous sommes passés majoritaires, ce qui est vrai dans l'opinion française, l'est aussi au niveau de l'Europe. On le voit au niveau des constructions et au niveau de toutes ces choses-là. Mais il suffit de regarder, là c'est pas des sondages, là ce sont des... Non, vous êtes majoritaire en Europe. Ce sont des pays... Non, il faut regarder les résultats des élections, il faut regarder, monsieur, les résultats des élections à travers les pays européens, où en effet, on constate que partout, les peuples européens mettent de plus en plus des partis au pouvoir qui sont d'accord avec Marine Le Pen, notamment sur le fait de protéger l'Europe de la submersion migratoire. Les dernières législatives en Allemagne, moi je craignais que l'AfD, qui est votre équivalent allemand, avance encore davantage, parce qu'il y a 5 ans, ils sont passés de 0 député à 95 députés, ce qui est hallucinant. Mais ça, c'était le lendemain de la vague migratoire de Syriens. Et bien là, il y a 2 mois, ils ont pris une claque, là. Mais l'extrême droite. Mais moi, je voulais revenir sur le déplacement je voudrais revenir sur le déplacement de Marine Le Pen. Bon, effectivement, il y a toute une opération entre guillemets séduction. Elle a même tweeté que la galanterie de Viktor Orban était à saluer également la concernant. Mais elle court un peu après Éric Zemmour avec ce déplacement qui arrive après celui de... Non, absolument pas. Non, si vous voulez, on fait pas campagne en fonction des autres candidats. Jours. Non, mais oui, mais c'est pas parce que Éric Zemmour va l'impression que ça donne. S'interdire. Ça, c'est le traitement que vous en donnez et c'est l'analyse que vous faites vous. Moi, je vous apporte ce matin à ce micro une autre analyse. Vous savez très bien que c'est un combat, que le fait de vouloir mettre à bas cette Union européenne qui a, il faut le dire, une tentative parfois un peu totalisante et totalitaire dans sa manière d'être, d'avoir une Union européenne qui s'est construite sans les nations, sans le consentement des peuples, sans l'avis des populations. La dernière fois que les Français se sont exprimés, c'était en 2005 sur la Constitution européenne et les dirigeants politiques français et européens ont balayé d'un revers de main l'avis du peuple français qui avait rejeté la Constitution européenne. Donc c'est un combat qu'on mène depuis bien longtemps, que Marine Le Pen mène depuis bien longtemps, et cet événement, qui est un moment fort de sa campagne présidentielle, est évidemment prévu depuis bien longtemps. Voilà qui est... Alexis. Oui, non, je pense quand même qu'il faut s'arrêter une seconde sur ce qui vient d'être dit à propos de Viktor Orban, qui nous est présenté comme une sorte de modèle à suivre. Il faut que nos... Je n'ai pas dit ça, M. Bachelet. Soyez un peu honnête dans votre analyse aussi. Non, mais, pardon, on va laisser finir Alexis. Marine Le Pen, vous venez de dire que qu'elle avait été extraordinairement bien reçue en Hongrie et que c'était un honneur pour elle d'être reçue. Est-ce que c'est un honneur d'être reçue par quelqu'un qui ne supporte pas la liberté d'expression et a mis en coupe réglée les médias nationaux? Est-ce que c'est un honneur d'être reçu par quelqu'un qui essaye d'instrumentaliser la justice et de nommer des procureurs qui feraient passer notre propre justice comme la plus indépendante du monde? Est-ce que c'est normal de voter des lois pour réduire les droits des homosexuels et
stigmatiser en permanence les LGBT. Est-ce que c'est normal d'avoir un dirigeant qui passe son temps, alors qu'il reçoit des subsides de l'Union européenne, à dénigrer l'Europe pour des sujets purement électoraux, puisqu'en réalité, M. Orban a fait effectivement de la lutte contre l'immigration un totem et essaye de faire croire que l'Europe est ouverte à tous les vents et que lui est un défenseur de la souveraineté, alors qu'en fait, il n'y a aucun problème d'immigration en Hongrie. Il n'y a quasiment pas d'immigrés. Donc c'est justement, parce que Viktor Orban au pouvoir, c'est la différence. Mais monsieur Bachelet, si vous le permettez... On va laisser... Je m'inquiète pour vous parce que la Hongrie, aujourd'hui, toute l'opposition s'est unie, de l'extrême gauche à l'extrême droite, pour présenter des candidats communs pour faire tomber M. Orban. M. Orban, il a des pratiques politiques qui sont plus proches de certaines dictatures de l'ancienne Europe de l'Est, de l'époque des démocraties populaires, que des démocraties que nous souhaitons en France, en Allemagne et en Angleterre. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est ça. Il faut dire qui est M. Orban et qui est ce modèle que Marine Le Pen veut lui emprunter. Et j'ajoute... Monsieur Bachelet, attendez, juste pour répondre quand même à ce qu'a dit monsieur Alexis Bachelet, si vous voulez être en opposition avec ce que pensent 85% des Français, c'est-à-dire qu'il y a trop d'immigration en France et en Europe, si vous êtes en désaccord avec cela, tant pis pour vous. Si vous voulez défendre votre petit bébé qui est l'Union européenne et la bureaucratie qui s'impose au peuple sans prendre en considération ce qu'ils veulent faire et la légitimité et la souveraineté de ce qu'ils veulent faire, c'est votre problème. Si vous voulez, nous avons une conception de... Excusez-moi, juste pour répondre, pour finir, pas le sujet sur ce qu'a dit monsieur Bachelet. De toute façon, on va faire la pause. Je suis désolé, on va devoir faire la pause parce que la pub va partir, Gaëtan. Un tout petit dernier mot, c'est toute la différence qu'il y a entre votre mouvement et le nôtre. C'est que nous considérons que les peuples sont souverains chez eux. Ce n'est pas à moi d'aller donner des leçons au peuple hongrois sur ce qu'ils veulent faire en Hongrie. Il y a des élections pour ça. Ils ont renouvelé leur confiance à Viktor Orban pendant 10 ou 15 ans. Il faut respecter cette décision de la même manière que je veux qu'on respecte la décision des Français dans leur propre pays. Allez, on va s'arrêter un court instant. On va ouvrir le débat de la sécurité avec ces événements qui ont eu lieu à Lyon il y a 48 heures et à Alençon la nuit dernière. Est-ce que la police peut répondre à ce danger? En tous les cas, est-ce qu'elle est en danger elle aussi? On y revient avec nos 4 polémistes du jour juste après la pause. À tout de suite. Et avec nos 4 débatteurs du jour, Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Gaëtan Dussaucé, membre du Conseil national du Rassemblement national, Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France, et Alexis Bachelet, qui est avec nous également, maire adjoint à Colombes, ancien député socialiste. Alors, on va revenir sur les événements de Lyon et d'Alençon ces dernières 48 heures. Lyon, je vous rappelle, en début de soirée, ce sont 3 policiers de la BAC qui ont été pris pour cible pendant une intervention de surveillance d'un point de deal dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. La sécurisation du quartier, de ce quartier plutôt sensible de la ville de Lyon, s'est poursuivie tout hier sur une fond de polémique concernant la vidéosurveillance, puisque Gérald Darmanin a déploré l'absence de caméras pour surveiller ce quartier où les policiers ont essuyé des tirs. Ce à quoi le maire Europe Écologie Les Verts de Lyon, Grégory Doucet, a lui répondu que des caméras, il y en avait certes une 60aine dans ce quartier, pas sur ce point de deal, et elles étaient prévues d'être installées sur ce quartier-là. Voilà la polémique. En gros, ça voulait dire aussi, est-ce qu'il faut plus de caméras de surveillance également pour lutter contre les trafics? Et puis à Alençon, je donne ce bilan ce matin, 13 voitures brûlées à la suite de l'interpellation dans la journée d'hier de 2 personnes pour trafic là aussi de stupéfiants. Il n'y a pas eu de blessés. Ce sont des faits inacceptables qui touchent malheureusement beaucoup de villes et de territoires, a dit le maire de Alençon, Joachim Pueyo. C'est un traumatisme pour la population sans doute qui vit dans ce quartier où il y a beaucoup eu d'investissements. Et puis pour la petite histoire, je rajouterai que nous sommes le 27 octobre et qu'en 2005 débutaient en France on va dire les émeutes dans les quartiers qui avaient enflammé les cités pendant plus de 3 semaines de toute la région. Ça avait commencé à Clichy-sous-Bois, vous vous en souvenez. À l'époque, c'est Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur. Alors, cette question de la sécurité, on tire sur la police désormais, sur des points de trafic. C'est les caméras de surveillance qui vont changer quelque chose, selon vous? Qui veut démarrer les hostilités, je dirais? Michel. Déjà, ce que je crains, c'est que l'élection d'un maire écologiste à la ville de Lyon n'aide pas forcément à régler les problèmes. Je dis ça parce que... Quel rapport? Le rapport, c'est que la doctrine de sécurité publique prônée par les écologistes
dans les 7-8 villes de France qui ont été conquises par des écologistes. Alors, je voudrais juste comprendre cette subtilité-là. C'est-à-dire, le dealer sait qu'il peut tirer sur la police parce qu'il y a un maire écologiste. Non, mais je pense que les moyens et la pression faite sur ces dealers, sur les personnes qui dans les quartiers laissent faire ou tolèrent ou participent à, n'est pas la même lorsque vous avez des maires qui effectivement considèrent que le respect de la police, que la sécurisation des moyens de la police est une priorité absolue. Bon, et la police nationale n'est pas gérée par le maire, il travaille avec... Et Darmanin s'en est fait l'écho, de façon d'ailleurs en partie hypocrite, honnêtement, en s'en prenant au maire de Lyon. Parce que le maire de Lyon dit qu'en fait, ça fait des semaines déjà qu'il avait demandé plus de moyens pour sécuriser la Duchère, je le reconnais. Mais la réalité, c'est que face à la gravité de la situation qu'il y a dans certains quartiers, s'il n'y a pas une mobilisation de tous les jours, de tous les pouvoirs publics, de toutes les collectivités, de tous les acteurs, des polices locales, municipales, des services sociaux et de tous les acteurs, on n'y arrivera pas. Et je ne suis pas certain que le maire de Lyon en fasse une de ses priorités. Jean-Philippe. Oui. Maire. Je rappelle. Oui, maire et vice-président de région. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que l'État, depuis 20 ans, 30 ans, a beaucoup délesté sur les collectivités locales et que les collectivités locales font et investissent. Il y a celles qui font et celles qui ne veulent pas faire. Aujourd'hui, il y a des communes qui ont des polices municipales, certaines qui n'en ont pas, d'autres qui refusent l'armement. Nous plaidons avec Valérie Pécresse pour que toutes les communes de plus de 10 000 habitants aient une police municipale armée. Parce que c'est aussi une question de sécurité des agents de police municipale et de capacité à intervenir. Si on prend l'exemple de Colombes, il y a quelques jours, avec cette personne qui a attaqué des policiers avec des couteaux, s'ils n'avaient pas été armés, qu'est-ce qui serait passé? Donc on a ce sujet-là. On a le sujet de collectivités qui peuvent intervenir. Oui, mais ça aurait été des policiers municipaux. Le sujet aurait été exactement le même. Ils étaient en uniforme, c'était des cibles. Je connais les propos de votre maire concernant la police en général et les parallèles qu'il a pu être amené à faire, mais enfin, il y a quand même des limites et il y a un peu de dignité à avoir. On va rester sur Lyon sur le sujet, sur la région, il y a des moyens d'intervention. On a créé en Ile-de-France ce qu'on a appelé un bouclier de sécurité. C'est-à-dire qu'on subventionne massivement les communes qui le souhaitent pour équiper les polices municipales, pour développer de la vidéoprotection, parce que c'est des travaux qu'on doit tous porter ensemble. On est en train de créer une agence des tiges régionaux pour que quand il y a des travaux d'intérêt généraux, eh bien, il y ait des peines qui soient faites, qui soient appliquées rapidement. La réalité, on ne peut pas être dans le non-dit. Et moi, je suis absolument effaré quand on parle de ces politiques-là sur la région, ce que vous disiez. On a des discours absolument fous sur les bancs de la région Île-de-France de la part des groupes de gauche et notamment du groupe Europe Écologie Les Verts et Assimilés par rapport à ces sujets-là. On est dans un autre monde. On est dans un monde de laisser-faire. On est dans un monde où on ne souhaite pas un retour à l'autorité, d'excuses systématiques. La réalité, on doit se réarmer aujourd'hui. Le maire qui est socialiste, dit quand même, ce sont des faits, il est très clair, il dit ce sont des faits inacceptables qui touchent beaucoup de villes et de territoires. J'ai pas parlé des socialistes, j'ai parlé d'une frange de la gauche et notamment d'Europe Écologie Les Verts et de cette frange aujourd'hui qui est beaucoup plus d'ailleurs d'extrême gauche que de gauche républicaine gouvernement. J'appelle la gauche pastèque, verte dehors et rouge à l'intérieur. Alexis Bachelet, est-ce que... Voilà, Alexis. Écoutez, là j'ai envie presque de comment dire, j'hallucine quoi. Voilà. Michel Taube, lui je sais qu'il est un petit peu déconnecté du réel, mais monsieur le maire, vous êtes un peu plus proche du terrain et donc vous devez vous-même avoir conscience du côté caricatural des propos que vous tenez. Moi je suis dans une ville, si vous voulez, une de ces villes où le maire est Europe Écologie Les Verts. Nous avons près d'une centaine de caméras de vidéosurveillance. Nous avons une cinquantaine d'agents de police municipale armés et aussi des ASVP. Et nous venons de créer, il y a quelques jours, on a recruté, quelques semaines, des médiateurs pour renforcer le pôle tranquillité publique de la ville de Colombes. Donc, entendre Michel Taube m'expliquer qu'on ne veut pas affronter ces sujets avec tous les moyens dont nous disposons, et là où je trouve assez pathétique le discours de Michel Taube, je le laisse de son côté, il est un peu déconnecté. Mais monsieur le maire, vous savez très bien, et vous aviez bien commencé d'ailleurs en disant que de plus en plus de missions régaliennes, l'État se déchargeait sur les collectivités locales. Il y a une réalité, c'est que votre maire EELV a été condamné pour avoir comparé la police et les gendarmes à la police de Vichy. C'est la réalité de ce qui a été fait à Colombes. Assumez les propos de votre maire. Votre maire a été condamné pour avoir comparé la police française à la police de Vichy. Je voudrais qu'on Alexis, qu'on reste quand même...
c'est assez pitoyable dans un débat qui devrait avoir de la tenue, et on devrait tous être d'accord pour dire que la sécurité de nos concitoyens n'est pas un sujet de polémique, de bistrot ou de propos de bistrot comme ce que je viens d'entendre, mais que c'est sérieux et qu'il faut mettre des moyens, mais aussi dire que l'État a son rôle. Ce qui est formidable avec Michel Taube et même vous, monsieur le maire, c'est que finalement, l'État, on fait comme s'il n'existait plus. C'est plus lui qui dirige la police nationale, c'est plus lui qui est chargé de la lutte contre les trafics. Vous savez très bien, parce que vous connaissez la loi, au moins, monsieur le maire, enfin, j'espère, un maire est censé, que la police municipale n'a pas tous les pouvoirs, elle n'a pas de pouvoir d'investigation, elle n'a pas de pouvoir de démanteler tous les trafics. Ça n'est pas vrai de dire ça, c'est un mensonge. Si vous laissez croire ça, ça veut dire que vous déchargez la police nationale de ses missions et de ses compétences. Donc arrêtez de faire de la surenchère et de la démagogie. Dites que quand on est élu local, on est préoccupé de la lutte contre l'insécurité, parce que c'est nous, élus locaux, que les gens viennent voir. C'est pas Michel Taube, c'est pas Sud Radio, c'est nous qui les traitons ces problèmes-là. Donc arrêtez aussi de raconter n'importe quoi. On va laisser, non, on va faire une... Non, on va faire... Je suis désolée d'être obligée de faire la coupure. Des propos de M. Chemovitch. Non, mais on va faire une coupure et je voudrais que l'on revienne au sujet du trafic de stupéfiants et qu'on revienne sur la situation de Lyon et d'Alençon. On fait une coupure et on se retrouve juste après ça. À tout de suite sur Sud Radio. Allez, c'est très animé autour de ce sujet, mais pour l'instant, on va aussi aller au 0826 300 300 parce que vous avez la possibilité et surtout, vous êtes les bienvenus pour participer aussi au débat. C'est Mickaël qui nous a appelé. Bonjour Mickaël. Oui, allô, bonjour. Bonjour, depuis Levallois-Perret. Voilà. C'est ça. Alors, sur ce sujet, justement, autour des violences sur les policiers lors d'interpellations ou en tous les cas d'actions menées contre des trafiquants, qu'est-ce que vous en dites? Moi, en fait, j'habite à Levallois, près de Sceaux-Ouest, pour Alexis Bachelet, donc il doit connaître. En fait, moi, j'ai constaté plusieurs fois que la CSI elle est venue en bas de chez moi par rapport au trafic de stupéfiants. Et en fait, les interpellations mènent à chaque fois à rien, malheureusement. C'est-à-dire que moi, quand je parle avec les policiers municipaux de ma ville ou même les nationaux, ils me disent que en fait, c'est la justice qui relâche les délinquants et donc que en fait, c'est le système judiciaire qui ne suit pas. Et au-delà de ça, je pense que les maires, malheureusement, n'ont pas, comme disait Alexis Bachelet, tous les pouvoirs. Mais ils ont quand même comment je pourrais dire ça, des prérogatives, entre guillemets, ils peuvent agir. Mais le problème, c'est que c'est la volonté politique, en fait, qui manque. Et je suis d'accord avec Michel sur, quand il parlait tout à l'heure de gauche républicaine, c'est vrai qu'il y a une partie de la gauche qui, comment on pourrait dire ça, qui fait le jeu, en fait, du communautarisme, etc. Et c'est ça le problème, en fait. Si vraiment on voulait lutter contre les trafics de stupéfiants, on pourrait. Le problème, c'est que les trafics de stupéfiants, faut pas oublier que ça nourrit des quartiers entiers, qu'il y a des gens qui payent leur loyer, par exemple, avec l'argent du trafic de drogue, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on s'y attaque pas. Moi, c'est ce que je pense concrètement. Je pense qu'on achète la paix sociale et que le jour où ça va péter, malheureusement, les gens... En fait, moi, c'est ce que je constate personnellement. Les gens n'ont plus confiance en la justice et un jour, j'ai peur que les gens se fassent justice eux-mêmes, en fait. Ouais, c'est la question qu'on se pose aussi, Mickaël. Merci. Alors, je fais une aparté qui n'a strictement rien à voir. Est-ce que vous avez une montre, Mickaël? Non. Eh ben, en tout cas, pas de monde connecté. Eh ben, moi, je vais vous offrir la Ice Watch. La Solar Power, c'est le changement d'heure le week-end prochain, vous le savez. Et avec Sud Radio et Ice Watch, on vous offre une montre, la toute dernière montre solaire, la Ice Solar Power. Il y a également la possibilité, en fait, elle se recharge toute seule, il n'y a pas besoin d'intervenir. Et elle est pour vous, Mickaël, on vous l'offre ce matin sur Sud Radio. Vous bougez pas? C'est très gentil, je vous remercie. Et puis après... par rapport à Alexis Bachelet, voilà, j'ai rien contre lui, j'ai pas de haine vis-à-vis, par exemple. Mais non, mais on est là pour débattre, évidemment. On n'est pas d'accord sur tout, mais en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que les sujets, en fait, avancent. Et j'ai l'impression que, en fait, à chaque fois, on parle, et qu'au final, ça avance pas. En fait, j'ai l'impression. Et il faut aussi éclairer le débat avec différents points de vue. Merci beaucoup, Mickaël. Et vous ne bougez pas, on va prendre vos coordonnées au standard pour vous envoyer cette montre, la Ice Watch, Ice Solar Power, qu'on vous fait gagner toute cette semaine, tous les jours sur Sud Radio. Vous n'aurez pas de montre et on va essayer de tenir les délais, messieurs. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le sujet de ces violences à Lyon et à Alençon, ces émeutes qui ont eu lieu, notamment à Alençon. On est venu interpeller et derrière, ça a dégénéré avec toujours pareil. On brûle des voitures, etc. Pour les habitants, c'est un enfer, c'est un cauchemar. Mais est-ce que c'est pas aussi la question qu'on n'arrive toujours pas à traiter de la légalisation du cannabis ?
Attendez, juste si vous me permettez, Gaëtan. avant d'aller sur la question de la légalisation du cannabis, moi ce que je trouve le plus triste dans cette histoire, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre avant-propos, c'est le côté c'est toujours pareil. Et c'est ce que vous a dit d'ailleurs Mickaël à l'instant au micro de Sud Radio, quand il nous explique, en fait on a l'impression que ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait même des années, qu'on se retrouve tous les 4 matins pour commenter les mêmes sujets d'actualité, toujours les mêmes problèmes liés à l'insécurité. Et juste pour remettre un peu d'ordre quand même dans tout ce qui a été dit sur ce sujet-là, il y a un moment donné, quand on a une violence gratuite toutes les 2 minutes, qu'on a un policier ou un représentant de l'autorité publique qui est agressé toutes les 15 minutes depuis janvier, eh bien oui, il y a une responsabilité collective de la part de l'ensemble des responsables politiques à essayer de tout mettre en œuvre pour essayer d'assurer la sécurité. Et c'est là où en effet il y a une responsabilité de la part de la gauche et de l'extrême gauche quand on entend des propositions les plus absurdes possibles, comme le désarmement des polices municipales, comme la suppression des brigades anticriminalité, etc. Tout ça, évidemment, ça n'aide pas à remettre en avant ce besoin, cette envie d'autorité et d'ordre qui est évidemment de plus en plus croissant chez les Français. Mais là où il faut entendre quand même quelque chose, et c'est ce qu'a d'ailleurs rappelé votre auditeur Mickaël à ce micro, c'est que évidemment toutes les collectivités territoriales ne peuvent pas non plus tout faire. Et le premier problème, c'est celui de la justice. Comment se fait-il qu'il y ait des peines qui ne soient, lorsqu'elles sont prononcées, qui ne soient pas appliquées dans notre pays? Là, il y a un vrai souci. Emmanuel Macron, on le sait, puisque c'est évidemment le sujet des places de prison, s'était engagé à construire 15 000 places de prison. Enfin, en même temps, les nouvelles prisons, personne n'en veut chez les élus locaux. Non, mais d'accord, mais oui, mais pourquoi on veut pas? Moi, je le vois dans le Val-de-Marne, il y a une prison, il y a un projet de construction de prison, et en effet, les habitants sont contre. Mais pourquoi? Parce que quand vous implantez une prison, eh bien, ça ramène de l'insécurité, ça ramène des trafics de drogue autour des prisons. Donc, tant qu'on n'aura déjà pas réussi à avoir un État suffisamment solide, suffisamment ferme pour déjà essayer de faire respecter l'ordre, ne serait-ce que dans les prisons, évidemment, on n'y arrivera pas. Mais pour ça, il faut une justice ferme. Et quand on se demande mais pourquoi ça ne bouge pas, parce que malheureusement, ça fait depuis 5 ans maintenant qu'Emmanuel Macron est à la tête du pouvoir. Et pour changer les choses, il faut d'abord les voter, changer les dirigeants. Je voudrais qu'on revienne également sur le débat concernant, par exemple, Lyon, où il passe d'armes entre le maire, Europe Écologie Les Verts, Michel, et le ministre de l'Intérieur, sur cette histoire de caméras de vidéosurveillance, avec un ministre de l'Intérieur qui regrette qu'il n'y en ait pas. Il faut plus de caméras ou... C'est ça la solution? Bien sûr qu'il faut. Il y en a partout des caméras, il y en a 60 dans le quartier. Non, mais le maillage caméra est quelque chose d'important. La très grande majorité des communes en font aujourd'hui. Oui, mais enfin, un maillage que vous avez sur une commune comme la mienne, 75 km de voirie, effectivement, il faut des caméras. C'est des centaines d'hectares d'espace verts ou ouverts. Il faut des caméras. Là où c'est quand même assez hypocrite, c'est que l'État a réduit de manière massive ses aides aux collectivités pour le déploiement de caméras. L'État, généralement, se déleste sur les collectivités pour le faire. En tant que maire, il y a encore 10 ans, on avait des aides de l'État pour déployer de la vidéoprotection. Aujourd'hui, on n'en a plus. Heureusement qu'il reste la région qui vient aider. Donc là-dessus, on est quand même sur un débat qui est très politique et un peu hypocrite sur le coup de la part du ministre de l'Intérieur, parce qu'on ne peut pas dire vous ne faites pas et dans le même temps avoir mis les collectivités à l'os et se décharger. Voilà, je pense que c'est un mauvais débat, que le problème c'est des gens qui vivent un enfer quotidien et que cet enfer quotidien auquel on n'apporte pas de réponse au fond, qui est-ce qui en pâtit le plus? C'est les catégories les plus faibles, c'est les Français les plus faibles. C'est ceux qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir sortir de secteurs difficiles, de pouvoir changer de domicile, de pouvoir choisir leur domicile pour éviter ce type de problème. Et on a une obligation morale qui est de répondre. Si vous revenez à la question des stupéfiants ou des trafics auxquels on a, il y a la question de la réponse judiciaire. Moi, je suis complètement opposé à titre personnel à la dépénalisation, parce que je pense que c'est pas une solution. Par contre, je ne comprends pas qu'on ne soit pas allé sur des logiques de contraventionnalisation systématique, parce que pour le coup, ça permet de taper au portefeuille, d'avoir une réponse immédiate. Des consommateurs. Bien sûr. Mais aujourd'hui, vous n'avez rien. Vous avez quelque chose. Au mieux, il y a un rappel à la loi, il n'y a rien. Ça peut permettre. On ne l'a pas essayé. Donc avant de dire que ça ne marche pas, commençons par essayer. On a l'arsenal judiciaire. On est le plus répressif pour les consommateurs au monde. Michel, vous voulez revenir sur... Le système est déjà répressif pour les consommateurs et il ne marche pas. Mais il ne l'est plus de fait. Michel, comme on disait hors micro, tant que un jeune dealer dans un quartier pourra toucher jusqu'à 3 000 € par jour pour pouvoir faire surveiller la venue des policiers et prévenir ses copains ensuite qui vont aller justement taper sur les policiers. Tant que cela leur rapportera des fortunes, on n'arrivera pas à casser les marchés. Et là, pour moi, la seule solution qu'on n'est pas prêt à faire en France, j'en conviens, parce qu'on a un très mauvais rapport
comme souvent d'ailleurs à la réalité, qui est sur des postures totalement hypocrites. Moi, je pense que la seule solution, ce sera en partie de nationaliser la distribution des stupéfiants, contrôlés par des médecins, par des structures adéquates pour casser le marché. Pour casser le marché. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il faut mettre les mots tels qu'ils sont connus. Oui, mais sous forme d'une sorte de licence fiscale contrôlée. C'est pas la solution. Oui, mais si, parce qu'il faut casser l'économie. Si vous pensez que les dealers vont du jour au lendemain aller mettre une cravate et ouvrir un coffee shop, je suis désolé, mais on est dans le monde des bisounours. Il y a deux choses à faire. Il faut une réponse. C'est vraiment que les dealers au bas des cités, ils vont aller déclarer leurs impôts sur les revenus qu'ils ont gagnés en vendant de la drogue. Alexis Bachelet, on vous a pas entendu sur cette question-là. Alexis, puis après on va changer de sujet. La réponse pénale, elle ne sera jamais à la hauteur, parce qu'il y a une sorte de laxisme des juges. Attendez, Michel. Alexis Bachelet, parce qu'il est à distance. Oui, Alexis. Je suis heureux de voir que le bon sens reprend le dessus. Et qu'au lieu de polémiquer sur les juges de paix de tous nos propos, avant on était hors de la réalité, maintenant c'est le bon sens. Je peux terminer mon propos. Moi, je vous ai écouté. Bah ouais, mais l'agressivité. Non, mais Michel, Alexis, alors, sur cette question du cannabis. Voilà. Et avec une grande politesse. Donc, permettez-moi de vous dire que je préfère qu'on discute des moyens de la police et de la justice et des réglementations en vigueur et de leur nécessaire évolution, plutôt que d'aller chercher les étiquettes politiques des maires, là où il y a des violences urbaines ou des faits divers, parce qu'il y en a dans beaucoup de villes, quelles que soient les étiquettes politiques. Et je suis sûr que même à Mency, il y a des problèmes de trafic de drogue. Donc, ne commençons pas à rentrer sur ces sujets-là de manière politicienne. Essayons d'apporter collectivement des réponses. Parce que ce que les citoyens attendent, c'est des réponses. Donc, la vérité, elle est assez proche de ce que disait Michel Taube à la fin, parce qu'il a mieux fini que quand il a commencé. C'est que la guerre contre la drogue, c'est un échec. C'est un échec. Voilà. On a les politiques les plus répressives. On encombre les tribunaux et la police aussi. Il y a des policiers qui réclament la fin de la prohibition sur certaines consommations de drogue douces parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre d'arrêter un dealer, il est remplacé le lendemain. Et pourquoi ? Parce que ça génère de l'argent. Il y a 5 millions de consommateurs réguliers en France. Alors, si vous pensez qu'en mettant des contraventions, on va faire disparaître ces 5 millions de consommateurs, c'est que vous ne connaissez pas les règles de l'économie de marché. Ce qui m'étonne d'ailleurs de quelqu'un de l'UDI. Tant qu'il y aura des consommations de masse, il y aura de la production de masse et il y aura aussi des dealers partout. Et c'est ces dealers qui aujourd'hui font prospérer la criminalité parce qu'ils ont effectivement des réseaux très structurés. Et il n'y a jamais eu autant de dealers qu'en 2021. Et donc, il n'y a jamais eu autant d'argent de la drogue et autant d'économies souterraines. Donc après, on peut faire des remontades en disant la justice, la police. Si vous n'avez pas compris ça, et si vous n'essayez pas de casser cette économie souterraine, vous êtes en échec. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la justice, c'est la police et c'est les gens qui sont un peu sérieux sur ces sujets et qui ne sont pas uniquement aveuglés par l'idéologie. Donc oui, la légalisation d'une partie de cette économie souterraine permettrait de dégager des recettes fiscales, de réinvestir dans des moyens de répression et de prévention pour casser effectivement les marchés de trafic d'armes, de trafic de drogue dure et tout ce qui peut effectivement continuer à prospérer parce qu'on ne réglera pas tous les problèmes en légalisant. Personne ne le dit. Mais il y a quand même des pays qui tentent ça. Et là où c'est tenté, eh bien, il y a un certain nombre de résultats. Et y compris, vous allez être étonné, il y a moins de consommateurs. Et voilà, la question du consommateur. Regardez ce qui se passe au Portugal. Regardez ce qui se passe dans certains États aux États-Unis. Allez, on va refermer ce dossier-là. On voit bien les clivages qu'il y a entre les uns et les autres autour de ces questions, autour de la consommation de drogue. Et effectivement aussi, on n'a pas parlé des consommateurs aussi qui ont forcément un rôle indirect dans tout cela. On va s'arrêter et on va ouvrir une autre page avec ce sondage de la Fondation Fondapol ce matin, à la une du Figaro notamment, à la Fondation qui, pour l'innovation politique, qui a sondé les Français et qui nous apprend que 37% des électeurs se situent à droite. La France plus à droite que jamais, c'est la question qu'on se pose et pourquoi. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Allez, on continue et on parle avec vous de ce sondage, la société française qui est plus à droite que jamais, se droitise à 6 mois de l'élection présidentielle et du premier tour. C'est en tous les cas l'enseignement principal de l'indicateur de protestation électorale établi par la Fondation pour l'innovation politique Fondapol, administré par l'Institut Opinionway. Selon ce sondage publié ce matin, 37% des électeurs se situent
situe à droite de l'échiquier politique contre 33%, c'était en 2017, soit une progression de 4 points. Et d'un autre côté, de moins en moins de Français se placent à gauche de cet échiquier ou au centre. La gauche représenterait, alors je vais mettre du conditionnel parce qu'on a parlé en début d'émission de la, on va dire de la fragilité des sondages, mais représenterait 20% des électeurs contre 25 il y a 4 ans. En fait, c'est une baisse et le centre passerait de 18% contre 20% en 2017. Près d'un Français sur 4, 23%, répond ne pas vouloir se situer sur l'échelle gauche-droite aussi. Donc il y a une grosse majorité de Français aussi qui ne se positionnent ni dans un camp ni dans l'autre. Ils votent En Marche. Ils votent Macron. C'est pas le en même temps, c'est rien du tout, Michel. C'est une sorte de centrisme. Comment on explique ça ? Est-ce que c'est parce qu'on approche d'une élection électorale majeure et que par conséquent on revient sur des sujets dont on vient de débattre d'ailleurs pendant 40 minutes, notamment sur des questions de sécurité, sur des questions d'identité ? Est-ce que c'est un peu ça l'explication, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a véritablement un bloc qui reste autour de 35% de la France ? Alors je vais commencer par qui veut commencer ? Oui. Allez. C'est votre camp, mais... Non, mais moi je pense déjà qu'il y a beaucoup moins des logiques de bloc. Il y a une volatilité de l'électorat beaucoup plus forte. Il y a de ça 20 ans, 30 ans, il y avait un attachement à une sensibilité, à une famille politique. On voit que la volatilité, elle peut être d'une élection à l'autre. En 3-4 ans, on peut avoir des changements de vote très importants. Donc il y a un taux de fixation qui est plus faible. La deuxième chose, c'est que je pense que gauche-droite, ça veut pas forcément dire énormément de choses en termes de structuration d'offres politiques et de partis politiques, parce qu'on voit bien que les très grands partis politiques, ils sont multifacettes. Il y a assez souvent des questions de décalage idéologique au sein de ces mêmes partis entre les différents courants qui peuvent être très éloignés. Et je crois que aujourd'hui le pays il est fracturé, où il se regroupe autour de quelques grandes thématiques de valeurs par rapport au travail, par rapport à la sécurité, par rapport à l'autorité, par rapport aux libertés sociales, par rapport à la notion d'ordre. Et sur l'ensemble de ces thématiques-là, le balancier correspond plutôt à des valeurs qui sont des valeurs traditionnelles de droite, mais qui se retrouvent assez peu ou assez mal incarnées par tel ou tel parti politique. Pour parler clair, quand on prend ce qu'étaient les grands partis politiques historiquement, notamment LR d'un côté et le PS de l'autre, le point commun entre un Éric Ciotti ou un Michel Barnier, même s'il durcit son discours aujourd'hui dans une optique liée au 4 décembre et à la primaire, où est-ce qu'il est ? Le point commun à gauche entre des sociodémocrates du PS, dont beaucoup d'ailleurs ont suivi Emmanuel Macron, plutôt libéraux, et des gens très à gauche, sur une logique très centralisatrice, très traditionnelle. Alors beaucoup sont partis chez Hamon ou ailleurs, il n'y en a plus tellement. Et donc, pour moi, les partis politiques ont du mal aujourd'hui à capter ce qui est beaucoup plus des questions de se reconnaître dans des valeurs. Alexis Bachelet, est-ce que la gauche perd, selon vous, du terrain parce qu'elle a trop longtemps attendu pour aborder des sujets dont on vient parler, qui seraient des sujets inhérents à la droite ? Non, je crois que ça va au-delà de ça, parce que il y a eu beaucoup d'alternances. Donc sur les alternances, il y a eu des sujets. Il y avait pas forcément des différences énormes sur les sujets régaliens. Quand Lionel Jospin était Premier ministre, il avait Jean-Pierre Chevènement comme ministre de l'Intérieur. Après, on a eu des gens comme Manuel Valls. Donc je ne crois pas que ce soit uniquement lié à ça. Ça, c'est un peu l'ambiance du moment, mais ça passera. Je pense que ce qui est logique, c'est que l'élection d'Emmanuel Macron a totalement, ubérisé le clivage droite-gauche, puisque Emmanuel Macron, en se réclamant en même temps de la droite et de la gauche, forcément, il a brouillé les choses. Il a brouillé les choses. Et il a d'ailleurs renvoyé vers la droite des gens de droite modérée qui aujourd'hui sont très à droite, et une partie de la gauche aussi s'est réfugiée dans un vote plus radical autour notamment de Jean-Luc Mélenchon. Et d'une certaine manière, ça le sert. Ça le sert. Et l'intérêt d'Emmanuel Macron, finalement, c'est de garder cette position qui casse le clivage traditionnel. Et il continue d'ailleurs à le faire. Et je trouve, même si je ne partage pas les orientations du président de la République, je trouve qu'il est assez habile dans la manœuvre, en faisant monter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, en essayant de temps en temps d'envoyer un signal plutôt vers la gauche sur les sujets comme l'écologie, même si c'est un peu cosmétique. Et au fond,
ce que disent aujourd'hui beaucoup de Français, c'est que ni la droite ni la gauche de gouvernement ne ferait mieux que lui. Et donc, par défaut, il a conservé une forme de centralité. Et donc, forcément, les gens sont un peu déboussolés par ça et se reconnaissent moins. Peut-être qu'il y aura un jour, Emmanuel Macron ne sera plus président de la République. Et donc, il y aura peut-être un clivage qui reprendra un peu de la vigueur. Peut-être d'ailleurs sur d'autres sujets qui se déplacera. Mais aujourd'hui, c'est clair que pour beaucoup de Français, ça a moins de sens qu'il y a quelques années de se positionner sur cet échiquier-là. Allez, je continue de faire tourner la parole. Michel Taube. Deux choses. En 2018-2019, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, où l'expression était une expression de colère sociale, récupérée très rapidement par l'extrême gauche. Très fortement. Jean-Luc Mélenchon qui n'arrêtait pas de manifester avec les Gilets jaunes. Résultat, aux élections européennes de juin 2019, l'extrême gauche, la France insoumise particulièrement, a pris une claque et la droite a plutôt largement gagné les élections européennes. Pourquoi ? Parce que justement, effectivement, il y a une droitisation et rassemblement. Non, mais incluant le Rassemblement national. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une droitisation de la société française. Et pourquoi y a-t-il une droitisation de la société française ? C'est ce que disait M. Dugouin-Clément, mais j'aimerais insister. C'est que la revendication principale des Français, c'est quoi aujourd'hui ? C'est le pouvoir d'achat ? Ok, mais c'est surtout l'autorité. Les Français meurent d'un manque d'autorité de l'État, d'autorité à l'école, d'autorité dans les familles. C'est la valeur principale. Et c'est cela qui explique, par exemple, l'éruption du phénomène Zemmour. Ça vient pas de n'importe quoi, c'est pas qu'une manipulation. Aux européennes, Bellamy, il a pris une claque. Enfin, je veux dire, on était pas 8%, hein, donc. Pardon ? Il a fait 8%, 8,5%, je crois. Les LR. Aux européennes. Oui, mais enfin, l'extrême droite a fait un très bon score. Et surtout, la France insoumise et l'extrême gauche, qui était portée par un mouvement social très fort, a pris une très grosse claque. Et donc, je pense que la droitisation de la société provient de ce que les Français sont demandeurs de cette valeur autorité, qui est plutôt une valeur perçue de droite, et qui fera, à mon avis, un des enjeux principaux de l'élection présidentielle. Allez, on continue le tour. Gaëtan. Ouais, je ne sais pas si on peut parler de droitisation de la société, parce que utiliser ce concept, le principe de droitisation impliquerait qu'il y ait une droite, qu'il y ait une gauche. Et comme on l'a justement rappelé, il est vrai que, par exemple, on est tous d'accord pour dire qu'Arnaud Montebourg et Daniel Obono sont a priori de gauche, mais quand on regarde les points communs, on a du mal à les retrouver. De la même manière qu'on a parlé d'Éric Ciotti, de Michel Barnier, etc. Donc en fait, c'est vrai que ce clivage gauche-droite, en fait, je crois que ça fait un moment, et notamment l'élection présidentielle de 2017 l'a bien signifié en mettant au second tour, avec les Français qui ont mis au second tour Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre, c'est-à-dire deux candidats qui ne se reconnaissent pas dans ce clivage gauche-droite. Pour le coup, je pense qu'en fait, c'est pas forcément une droitisation de la société, c'est plus, on va dire, une aspiration à des mesures de bon sens. C'est vrai qu'on se demande pourquoi dans un pays comme la France, on a un État qui n'est pas capable d'expulser effectivement les personnes dont la justice a décidé qu'il fallait les expulser. Pourquoi dans notre pays, quand il y a un enseignant qui se fait frapper par un élève, finalement, on aurait plutôt tendance à dire à l'enseignant, vous allez enseigner ailleurs, et renvoyer l'élève dans un autre laisser l'élève dans cet établissement. Donc il y a plein de choses comme ça où on se dit en fin de compte c'est du bon sens de pouvoir produire chez nous des choses qu'on consomme chez nous, c'est du bon sens d'avoir une autorité qui se fasse respecter aussi bien à l'école comme dans la rue. Bref, c'est pas forcément une question de clivage gauche-droite, je pense. Et ça voudrait dire que c'est l'approche aussi d'un scrutin comme la présidentielle qui, on va dire, remet ce balancier. Ça remet la politique au centre du jeu. Les Français adorent la politique, on est un pays de culture politique, les gens aiment la politique, même s'ils en disent beaucoup de mal, ça reste quelque chose qui les passionne. Et le scrutin présidentiel est le scrutin d'où découle tout, c'est le scrutin majeur. Et donc, effectivement, on arrive dans une période où il y a beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'appétence, beaucoup plus de débats, mais c'est bien, c'est la démocratie. Et il faudra quand même que ça se concrétise dans les urnes, parce que l'abstention n'a jamais été aussi forte aussi. C'est le gros paradoxe. Ça restera, à mon avis, élevé au mois d'avril. On verra, mais je pense que les gens voteront beaucoup plus que ce qu'on a pu imaginer ou ce qu'on a pu voir lors des dernières élections. Est-ce que vous notez, juste en tant qu'élus, les uns et les autres qui sont aux manettes, beaucoup de gens qui viennent s'inscrire sur les listes électorales? Il y en a fait pas encore? C'est trop tôt? Non, pour l'instant, c'est encore un peu tôt. C'est vraiment les phénomènes 15 novembre, 30 décembre. C'est vraiment fin d'année. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce débat passionnant. On n'a pas pu tout traiter, donc on vous attend demain, évidemment, avec d'autres sujets. Dans un instant, c'est Peggy Sastre, journaliste pour Le Point et causeur et traductrice du best-seller anglo-saxon Le Triomphe des impostures intellectuelles, qui sera l'invité d'André Berkoff. Nous, on se retrouve dès demain à midi. Très belle journée, bon appétit.